Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de poursuivre avec vous notre exploration des personnages secondaires de la saga Harry Potter. Aujourd'hui, nous avons voulu sortir un peu des sentiers battus en nous plongeant dans l'histoire d'un personnage qui n'a absolument aucun rapport direct avec Poudlard. Il est vrai que très traditionnellement, dans l'œuvre de J.K. Rowling, la majorité des personnages que nous rencontrons dans Harry Potter ou dans les Animaux Fantastiques sont tous passés à un moment ou à un autre par Poudlard, soit en tant qu'enseignant, soit en tant qu'élève, ou les deux. Alors c'est peut-être un petit peu moins vrai pour les Animaux Fantastiques, puisque là on est vraiment sur une logique beaucoup plus mondiale, beaucoup plus globale, mais c'est vrai que dans Harry Potter, pour le coup, on est toujours un petit peu dans cet entre-deux, entre enseignant, élève, ancien élève, bref, on est toujours un peu dans la même logique. Donc il est vrai aussi de dire que nous avons depuis plus de 3 ans traité de très très nombreux personnages, qui étaient des personnages peut-être de moindre importance, des personnages que l'on connaissait un petit peu moins, mais c'est vrai effectivement que en dehors de Viktor Krum ou de Delphine Géluzor ou de Merope Gont, nous n'avons pas beaucoup traité finalement des personnages un peu extérieurs à cet univers qui est celui de Poudlard. Donc aujourd'hui, nous avons voulu retourner faire un petit tour du côté de l'Institut Durmstrang, sujet que nous avions déjà abordé depuis un petit moment dans certaines vidéos. Vous avez fait une vidéo sur l'histoire de Durmstrang, vous avez fait également une vidéo consacrée au personnage de Viktor Krum, on vous avait parlé aussi dans une autre vidéo du passage de Grindelwald à Durmstrang. Enfin bref, on avait vraiment traité un petit peu ce sujet-là, mais on a voulu cette fois-ci faire une vidéo dédiée à autre chose, à un autre pan de l'histoire de Durmstrang que l'histoire qui est celle de Viktor Krum ou celle donc de Gellert Grindelwald. Et donc, après avoir déjà pas mal parlé finalement d'Albus Dumbledore, puis aussi de Phineas Nigellus Black, il a fallu quand même que nous résoluions finalement à aborder un autre directeur dont nous faisons la connaissance dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu à l'occasion du tournoi des Trois Sorciers. Alors, vous le savez, nous parlons de manière assez régulière ces derniers temps de Harry Potter à la Coupe de Feu, puisqu'on vous a fait une vidéo il y a quelques semaines sur Amos Diggory. Vous le savez, Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est vraiment le livre pivot, donc il n'y a rien d'étonnant effectivement à ce qu'on revienne assez souvent à cette logique-là, y compris au travers d'ailleurs de nos vidéos sur Harry Potter et l'Enfant Maudit. Aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, c'est d'Igor Karkaroff que nous avons souhaité vous parler. Alors, Igor Karkaroff, ce n'est probablement pas le personnage le plus important qui soit dans Harry Potter, il va sans dire, on est tout à fait d'accord. Cependant, comme à chaque fois avec J.K. Rowling, tous les personnages ont une importance, ont à un moment ou à un autre un impact sur l'histoire qu'elle déroule. C'est donc en fait dans les méandres d'un personnage qui est quand même très méconnu que nous allons tenter de plonger, malgré le fait que nous ne disposions pas quand même d'une base documentaire, il faut le dire, particulièrement fournie. Alors, pour commencer par évidemment le tout début de la vidéo, c'est-à-dire la naissance et l'enfance de ce personnage, pour le coup, nous n'avons absolument pas grand-chose et même assez rien en définitive là-dessus. Il semble assez évident que ses origines familiales se situent à l'est de l'Europe, voire carrément Russie. Vous savez d'ailleurs que la place de la Russie dans Harry Potter n'est pas une place, on va dire, toujours particulièrement claire. On ne sait même pas de manière évidente si les jeunes sorciers russes sont envoyés à Durmstrang, même si l'emplacement de ce sinistre, on va dire, institut pourrait le laisser penser. Pour votre mémoire, Durmstrang se situerait à l'extrême nord de l'Europe, à un endroit tenu secret, mais qui semble être situé, en tout cas à notre sens, sur les territoires du Svalbard, donc en Norvège, dont le statut territorial a toujours été à la source de quelques contestations entre la Russie et la Norvège dans le monde des Moldus. Donc c'est vrai que la question de la Russie, en fait, elle se pose. Alors, il y a eu des rumeurs comme quoi il y avait une école de sorciers en Russie, mais ça n'a jamais été confirmé par J.K. Rowling. C'était sorti, je crois, dans le cadre d'un jeu qui était sorti sur PlayStation 3, si mes souvenirs sont exacts, qui était plus ou moins relié à Harry Potter, qui devait s'appeler Master of Spells ou quelque chose comme ça, où ils avaient inventé une école en Russie, mais en réalité, on n'en a jamais véritablement su plus, et c'est un petit peu difficile, en fait, de voir véritablement quel est le périmètre d'intervention de Durmstrang. Ça, c'est vraiment pour nous un point de questionnement. Alors, la Russie, cependant, si mes souvenirs sont exacts, on en entendait quand même parler dans le jeu vidéo Harry Potter Quidditch, non pas Quidditch Champions, celui-là on ne le connaît pas encore, mais Harry Potter à la Coupe du Monde de Quidditch,
qui avait été développé par Electronic Arts Games et où on pouvait jouer, si mes souvenirs sont exacts, mais peut-être que je me trompe, une équipe donc de la Fédération de Russie. Mais c'est vrai que la place de la Russie, c'est un sujet à part entière qu'on pourrait peut-être d'ailleurs aborder dans une vidéo. Bref, pour en revenir à Igor Karkaroff, il nous semblerait, à proprement parler, tout à fait incohérent, évidemment, qu'il devienne plus tard directeur d'une école dont il n'aurait jamais été élève. Donc on peut faire quand même la supposition que effectivement il a plus ou moins été donc élève à Durmstrang à un moment ou à un autre de son existence, même si effectivement on ne peut pas le prouver. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez logique, d'autant plus que Durmstrang se trouve être une école quand même qui est très différente de ses autres concurrentes européennes, en tout cas de Poudlard et de Beauxbatons, aussi bien d'ailleurs dans son mode de fonctionnement que dans l'enseignement qu'elle dispense et dont on sait qu'il s'agit d'un enseignement qui est tourné vers la magie noire et dont les méthodes sont parfois extrêmement brutales, pour ne pas dire d'ailleurs carrément cruelles. Alors, gageons évidemment qu'un élève qui sortirait de Poudlard pour entrer à Durmstrang risquerait quand même d'être, franchement, on va se le dire entre nous, un peu dépaysé et un petit peu perdu au milieu quand même d'une école dont les pratiques sont très différentes. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les pratiques qui sont différentes, la discipline et la méthodologie d'apprentissage mise en œuvre, là pour le coup, diffèrent également presque du tout au tout, donc on serait quand même dans un univers un petit peu parallèle. Mais bon. Alors, Igor Karkaroff ne fut a priori jamais élève à Poudlard, mais ceci ne veut pas dire pour autant que ce dernier n'a jamais fréquenté l'école britannique. On a souvent tendance à avoir une vision très restrictive des échanges entre les écoles du monde magique. Il est vrai qu'on a traditionnellement associé les échanges entre écoles du monde de la magie à la question du déroulement du tournoi des Trois Sorciers. Mais on voit bien quand même qu'il y a une compétition qui existe entre ces écoles, puisqu'on se souvient notamment dans une scène coupée dans Les Animaux Fantastiques, le premier volet, que Tina et Queenie Goldstein savent parfaitement ce qu'est Poudlard et qu'il y a une espèce de compétition finalement entre les deux écoles qui se met en place. Donc on peut imaginer quand même que des échanges évidemment peuvent exister. D'ailleurs, nous savons qu'au ministère de la Magie, au sein du ministère de la Magie britannique, un département spécifiquement dédié à la coopération magique internationale est en charge effectivement d'œuvrer justement à ce que cette coopération puisse avoir lieu. C'est un peu notre équivalent au ministère des Affaires étrangères. Alors, ce département, on le sait, gère 1000 autres sujets bien plus importants que des échanges scolaires. Mais on sait quand même qu'il y a de nombreuses possibilités pour que, on va dire, des accords de coopération puissent exister en dehors, effectivement, de s'envoyer des dragons dans la tronche ou de se balader en pleine nuit dans un labyrinthe, etc. Enfin, on imagine évidemment que le département de la coopération magique internationale ne s'occupe pas que de l'organisation des Trois Sorciers et des fonds de chaudron et de leur épaisseur. Donc on est vraiment sur quelque chose, entre guillemets, qui peut exister. Alors, on peut d'autant plus imaginer que des échanges existent en fait entre ces écoles dans la mesure où l'on sait d'ailleurs que des personnages comme Albus Dumbledore ont pu en bénéficier. Alors, apparemment, en dehors de sa scolarité, mais cela reste quand même à confirmer. Puisque Albus Dumbledore a pu effectivement aller chercher du savoir ailleurs, on peut effectivement dire et imaginer que Karkaroff a éventuellement visité Poudlard au moins à une reprise dans sa vie avant le tournoi des Trois Sorciers que nous découvrons dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Ceci permettrait d'expliquer son expression à son arrivée à Poudlard lors des événements du tournoi des Trois Sorciers, empreinte d'une certaine familiarité vis-à-vis des lieux. Il peut s'agir également d'une simple expression marquant un certain contentement à l'issue d'un voyage qu'on sait être un peu longué depuis l'autre bout de l'Europe, mais cela peut être aussi effectivement le signe d'un passé commun entre Igor Karkaroff et Poudlard, passé que l'on sait être très particulier, et c'est peut-être d'ailleurs cette option qui nous semble être la plus crédible. Comme pour beaucoup de personnages secondaires, il faut bien dire que J.K. Rowling les a généralement tous dotés d'un background toujours qui est intéressant et qui généralement va trouver son aboutissement d'une manière ou d'une autre dans les événements de Harry Potter. Igor Karkaroff d'ailleurs n'échappe absolument pas à cette règle, car même si nous ne connaissons absolument rien à son enfance et qu'on ne connaît pas vraiment grand-chose sur son adolescence ou sur sa période de scolarité, nous savons cependant qu'il a pris une part active dans les événements de la première guerre du monde des sorciers, et forcément, vous l'aurez compris, pas de la meilleure manière qui soit. Alors, on ne sait pas exactement à quel moment arrive Igor Karkaroff chez les Mange-Morts, ni
par quel biais en fait il y arrive. Rien ne semble vraiment venir indiquer exactement les raisons qui l'ont poussé vers donc ce choix bien sinistre. On sait que le déroulement de la première guerre du monde des sorciers n'a absolument pas eu ni la même intensité ni le même périmètre que la seconde guerre du monde des sorciers que nous avons connue dans les événements de Harry Potter. Donc c'est vraiment un contexte qui est tout à fait différent et on ne peut pas relier la participation de l'un à la participation de l'autre, ça reste plus compliqué. Voldemort, à l'époque, s'est donné les moyens de, on va dire, recruter des adeptes de manière extrêmement large et sur une temporalité bien plus longue que ce que nous avons pu connaître auparavant dans Harry Potter, où en fait tout se passe très vite entre les événements globalement de Harry Potter et la Coupe de Feu et les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort. Lors de la première guerre du monde des sorciers, Voldemort, on le sait, avait procédé directement ou indirectement à un recrutement qui dépassait de loin d'ailleurs les frontières de la Grande-Bretagne, ce qui ne sera pas véritablement le cas. En tout cas, on n'a pas de traces suffisamment précises pour le prouver dans les événements de la Seconde Guerre du monde des sorciers. Durmstrang, c'est évidemment probablement un terreau qui est particulièrement fertile pour favoriser l'émergence des idées défendues, portées par le Seigneur des Ténèbres. Déjà, parce que évidemment il y a toute la partie sur la magie noire, les élèves de Durmstrang ont nécessairement des accointances un peu particulières avec le fonctionnement des forces obscures et en tout cas ils ont, on va dire, une appétence un peu plus forte, un peu plus prononcée que les élèves qui vont sortir par exemple de Poudlard ou qui vont sortir de Beauxbatons. On sait par l'intermédiaire de Victor Crumb que l'école et les élèves continuent de vouer, plusieurs décennies après, par exemple, Gellert Grindelwald et ses idéaux. Donc il semble évidemment plus difficile socialement d'assumer un soutien direct à Voldemort, mais le fait est qu'on est quand même dans une espèce de continuité où finalement les mages noirs et la magie noire ne posent pas véritablement de questions. Alors bien entendu, il y a évidemment une différence absolument monumentale entre les discours soutenus donc de Grindelwald et ceux de Voldemort, même si en réalité, au fond, le principe et les objectifs sont plus ou moins les mêmes, en passant par des méthodologies qui sont un peu différentes, mais c'est vrai que la différence n'est pas monumentale. En sortie d'école, donc Igor Karkaroff est un tout jeune homme avec son histoire, avec ses ambitions, avec sa fougue et probablement aussi avec sa capacité à faire des erreurs importantes comme absolument tous les jeunes. Il semble donc assez évident qu'il rejoint, on va dire très rapidement après la fin de sa scolarité, les Manches-Morts, peut-être faute de mieux d'ailleurs, peut-être par conviction, c'est un peu difficile à dire, on n'a pas véritablement de base documentaire là-dessus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il va rapidement, on va dire, se mettre à l'œuvre en Grande-Bretagne, où il va faire notamment la rencontre d'un autre jeune homme, à peu près du même âge, en la personne de Severus Rogue. Alors, le rôle exact occupé par Igor Karkaroff n'est pas tout à fait évident. Il ne semble pas occuper, on va dire, une place particulièrement importante, mais semble davantage, en fait, être un exécutant des basses besognes qui lui sont confiées. Il ne peut pas, en réalité, tellement en être autrement dans la mesure où, pour gagner en grade chez les Manches-Morts, il faut d'abord payer une forme de tribut, en somme, faire verser beaucoup de sang. Et du sang, d'ailleurs, on sait que Karkaroff va en faire couler. Alors, d'après la documentation que nous avons à notre disposition grâce à J.K. Rowling, nous n'avons absolument aucune trace véritable de la participation d'Igor Karkaroff à des raids extrêmement importants contre l'ordre du Phénix. Ça, là-dessus, c'est assez clair. On sait par contre qu'il participera à certaines missions, notamment pour torturer des Moldus en compagnie, par exemple, d'autres congénères qui viennent des pays de l'Est, et notamment, par exemple, Antonin de Lohoff, dont nous vous avions déjà parlé dans une précédente vidéo consacrée spécifiquement à ce personnage assez particulier, mais pour le coup extrêmement intéressant. À un moment ou à un autre de cette guerre du monde des sorciers, on sait que Igor Karkaroff va être capturé. Alors, on ignore exactement dans quelles conditions et dans quelles circonstances il a été capturé, mais on sait que cela a impliqué d'une manière ou d'une autre Alastor Maugret, dont on sait qu'il fut l'un des principaux fournisseurs d'Azkaban durant toute cette période en fait qui couvre les événements de la première guerre du monde des sorciers. On sait que notre personnage du jour a donc fait un petit détour par la très sympathique prison pour sorciers d'Azkaban. Contrairement à la situation connue dans notre monde des Moldus, il faut reconnaître qu'Azkaban a généralement un effet plutôt impressionnant pour mobiliser la volonté de réinsertion des détenus, souvent d'ailleurs en un temps assez record. Quand on est à Azkaban, on n'a pas vraiment envie d'y rester. En vrai, Karkaroff a fait ce que l'on appelle chez les Moldus de la détention préventive, en fait, en attente de son procès. On est sensiblement sur la même idée. Il faut d'ailleurs prendre en considération le fait que le Majon Maggot a dû procéder à cette époque-là
à de très très nombreuses auditions, après la fin de la première guerre du monde des sorciers, à de très nombreux procès, et donc tout ça évidemment a mis beaucoup de temps. La chute de Voldemort a créé en fait une espèce de débandade généralisée chez les Mange-Morts, il y a eu de très nombreuses arrestations qui ont eu lieu, il y a eu de très nombreuses personnalités qui ont fini en fait par se rendre ou qui ont pris la fuite, bref, il y a eu évidemment beaucoup d'inculpations à faire, et ça a été quelque chose, on l'imagine, d'assez compliqué. En l'absence d'ailleurs du principal intéressé, officiellement présumé mort, tout l'objectif d'ailleurs du Major Maggot a été d'établir des échelles de responsabilité sur l'ensemble des exactions commises dans le cadre, on va dire, de cette guerre entre sorciers. Là-dessus, on peut y voir un petit peu un parallèle avec les procès de Nuremberg qui ont eu lieu donc après la chute de l'Allemagne nazie, où effectivement, on n'avait pas les principaux cadres du régime, enfin la majorité s'était suicidée dans le bunker avec Adolf Hitler, mais voilà, il a bien fallu essayer d'établir des échelles de responsabilité, parfois de manière extrêmement juste, parfois avec des erreurs de l'histoire, mais ça arrive toujours. Mais le fait est que là, on a eu sensiblement le même, on va dire, modus operandi qui a été activé. Alors, Igor Karkaroff n'était pas un mange-mort finalement ultra connu. C'était un mange-mort parmi d'autres. C'était une petite frappe. C'était pas un génie du crime comme pouvait l'être Dolohov ou comme pouvait l'être Bellatrix Lestrange. C'était quelqu'un qui était, on va dire, à la solde des mange-morts, qui effectuait de basses besognes, mais c'était globalement le voleur de Capri Sun en bas de l'immeuble, mais c'était pas le gros génie du crime, et donc il n'était pas ou peu susceptible de finir, on va dire, sa vie dans une prison pour le reste de ses jours. Ça, on va se le dire assez honnêtement, ce n'était pas le genre de candidat à la détention définitive et complète, d'autant plus que, encore une fois, nous n'avons pas de preuve de l'inculpation directe d'Igor Karkaroff dans des événements d'une particulière gravité en dehors de ceux qu'on vous a précédemment cités. Seulement, évidemment, l'ami Karkaroff n'avait absolument pas du tout la moindre attention de poursuivre entre mesure son séjour à Azkaban, et donc était très, on va dire, en attente du moindre élément qui pourrait lui éviter de passer encore de nombreuses années avec les détraqueurs. Forcément, quand on est à Azkaban, on n'a vraiment pas envie d'y rester. Et donc, dans le genre de contexte et dans le genre de période historique que traversait le monde magique à ce moment-là, après la fin de Voldemort, en tout cas la première fin de Voldemort, le salut généralement pour les criminels de guerre, et c'est vrai aussi dans le monde moldu, ne s'obtient en fait que de deux manières. La première consiste en fait, on va dire, à une reddition avant l'issue des combats, quand on incarne, on va dire, un aspect stratégique important pour l'ennemi, et évidemment on se rend, et à ce moment-là, on peut négocier. Ou alors, la seconde solution, c'est que quand on n'a plus rien à perdre, le mieux, c'est de dénoncer les petits camarades qui ne se sont pas encore fait rattraper par la patrouille, et c'est plutôt vers cette seconde piste vers laquelle va se diriger assez naturellement Igor Karkaroff, dont le courage est quand même plus qu'à géométrie variable. Donc, encore une fois, Igor Karkaroff, c'est un homme qui est faible. C'est un homme qui est faible, aussi bien d'ailleurs dans l'organisation des Mange-Morts que dans sa propre vie et dans sa propre manière d'être. L'honneur, ça n'a jamais été pour lui une valeur cardinale, ni même une valeur tout court. D'ailleurs, très contrairement, assez étrangement, au personnage effectivement de Viktor Krum dont on vous parlait, qui lui a une véritable dynamique, alors qui est vouée, on va dire, par une dynamique familiale, mais pas seulement. Il y a vraiment quelque chose. Donc, Igor Karkaroff va assez rapidement commencer à balancer les noms de ses petits camarades. Alors, la petite difficulté pour lui, c'est qu'en réalité, la majorité des noms qu'il va indiquer sont soit déjà derrière les barreaux, sont soit morts ou sont en fuite et ne peuvent pas être rattrapés. Ou alors, comme ça avait pu être le cas par exemple pour Seamus Rogue, on sait que Rogue avait déjà été mis hors de cause pour les raisons que l'on connaît grâce à l'intervention d'Albus Dumbledore. Donc forcément, Igor Karkaroff, il comprend assez rapidement que les cartes dans sa main ne sont pas extraordinairement porteuses, on va dire, de chance pour trouver la case sortie de prison et vous toucherez 20 000 euros. Là, en l'occurrence, il va légèrement donc changer sa stratégie et se rattraper en parlant par exemple d'Augustus Rockwood. Augustus Rockwood qui était un mange-mort en fait bien connu et qui travaillait au département des mystères du ministère de la magie, et là évidemment ça va aider. Et d'ailleurs, en dénonçant Augustus Rockwood, il va permettre en fait l'interpellation aussi de Barty Croughton un petit peu plus tard. Mais ça, on va y revenir. Alors, cela
évidemment, ne va pas empêcher Igor Karkaroff de retourner quelques temps plus tard à Azkaban. Il va y rester en détention entre guillemets préventive, et pendant ce temps-là, l'enquête sur Augustus Rookwood va porter ses fruits, et les différents renseignements fournis par Karkaroff vont quand même mener à l'arrestation et de Rookwood et de plusieurs mangements. Alors, là, il faut qu'on parle d'un truc, parce que contrairement au raccourci qui a été fourni dans l'adaptation cinématographique, Karkaroff n'a jamais fourni directement le nom de Barty Crompton Jr., même si l'on peut imaginer qu'effectivement les informations fournies par Igor Karkaroff ont possiblement mené vers cette issue, mais de manière beaucoup moins directe que ce que l'on a pu voir effectivement dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu, où là-dessus, ils ont fait quand même un très très gros raccourci. Alors, ça existe, c'est tout à fait possible, mais c'est vrai que c'est pas aussi clair que ça. Alors, les bons et loyaux services, on va dire, rendus par Igor Karkaroff, vont lui valoir quand même une petite remise de peine relativement sympathique qui va lui permettre de sortir quand même de manière anticipée de l'enfer qui est celui donc de la prison d'Azkaban. Seulement, si le fait de balancer les noms de ses petits camarades va lui apporter, on va dire, quelques bienfaits pour sa santé mentale, en réalité, il sait très bien que tôt ou tard, cette dénonciation en série risque de lui coûter très cher. Ne nous y trompons aucunement, Karkaroff n'a absolument pas dénoncé les mange-morts parce qu'il se serait un peu réveillé, on va dire, d'une sorte de folie transitoire et qu'il se serait rendu compte d'un coup de sa folie complète qui a emporté son cœur et son âme et l'a amené finalement à commettre toutes les exactions qu'il a fait durant la Première Guerre du monde des sorciers. Il n'y a absolument rien de cela dans son personnage. Il ne fait absolument rien par noblesse d'esprit, mais tout est fait en fait en fonction de son intérêt personnel sur le moment. Karkaroff, au fond de lui-même, sait pertinemment que ces dénonciations vont le mettre directement face à un très grand danger. Alors là aussi, on voit d'ailleurs l'inspiration qui fut celle de J.K. Rowling, qui a pu faire référence effectivement à de notables histoires de collabos durant la Seconde Guerre mondiale ou même durant par exemple la guerre froide, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs à avoir à l'esprit pour bien comprendre le contexte. Mais bref, autant vous dire qu'après cette période de justice et donc de détention pénitentiaire à Azkaban, le camarade Igor Karkaroff n'a absolument pas la moindre volonté de s'attarder outre mesure en Grande-Bretagne où sa sécurité n'est forcément pas véritablement assurée. Son intérêt, en fait, c'est bien évidemment de se faire oublier le plus possible et du mieux qu'il le peut. Et c'est donc à partir de ce moment-là que cette espèce de drôle de cabale va commencer. Alors, on utilise cette expression dans la mesure où, si le désir de quitter la Grande-Bretagne semble couler de source de prime abord, le fait d'aller se planquer à Durmstrang semble un peu plus étonnant également. Durmstrang, c'est un lieu où la magie noire y est en résidence. Par capillarité familiale et par connaissance directe, il semble franchement assez évident que sa présence là-bas ne sera pas restée un grand secret pendant bien longtemps. Alors, cependant, il est quand même intéressant d'avoir en tête que s'il existe en effet une réputation déjà bien solide en matière de pratique des arts obscurs au sein de l'Institut Durmstrang, Karkaroff ne va faire en fait qu'accentuer cette dimension ainsi que la mise en place de pratiques pédagogiques qu'on pourrait qualifier comme étant particulièrement litigieuses. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles conditions et dans quelle temporalité Karkaroff est devenu directeur de l'Institut Durmstrang. On peut imaginer qu'il ait débuté d'abord une carrière professorale avant de monter effectivement un peu en grade au fur et à mesure des années. On sait que Karkaroff ne fera jamais l'unanimité ni auprès des élèves, ni auprès des parents d'élèves, ni auprès des enseignants. Certains le jugent incompétent, d'autres le jugent trop brutal et d'autres encore vont le juger trop égocentrique. Le fait est qu'il jouit quand même d'une petite célébrité dans la mesure où même Lucius Malfoy va, on le sait, se poser quand même la question d'inscrire ou non son fils à Durmstrang avant que Narcissa ne tranche en faveur de Poudlard, ne voulant pas voir partir son fils unique trop loin du foyer familial. Pendant des années, Igor Karkaroff va tenter de se faire plus ou moins donc oublier dans les steppes secrètes qui entourent cette école, pas tout à fait, on va dire, comme les autres. Alors on peut imaginer qu'il vit dans un climat psychologique un brin particulier, parce qu'il sait évidemment pertinemment que certains de ses anciens petits camarades de jeu sont soit sur ses traces, soit ne tarderont pas à l'être une fois qu'ils auront purgé, on va dire, leur peine de prison.
Alors, on peine à imaginer ce qu'il peut bien se passer en fait dans la tête du directeur de Durmstrang. D'un côté, il ne peut, on va dire, qu'être rassuré par le fait que Voldemort semble avoir réellement disparu, mais d'un autre côté, on peut imaginer qu'il vit quand même dans une dimension assez paranoïaque, remplie non pas de regrets, vous l'aurez compris, mais en fait d'une peur absolument permanente. Alors, prend-il véritablement du plaisir à enseigner ou à diriger une école? Là aussi, on peine franchement à l'imaginer. Ce qui est certain, c'est qu'il faut bien reconnaître que les 10 années de repos, avec évidemment plein de guillemets qui lui sont accordées, vont être réduites à néant grâce aux événements contenus dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Les événements survenus dans le cadre de la Coupe du Monde de Quidditch ont bouleversé évidemment beaucoup de monde. Évidemment, au premier rang d'entre eux, les victimes des Mange-Morts. Mais pour Karkaroff, c'est en soi un véritable choc dans la mesure où il va commencer à comprendre que quelque chose se prépare et qu'il existe peu de possibilités finalement pour qu'il s'agisse de quelque chose de positif pour lui dans les années à venir. On sait que depuis la première fois, en plus de 13 années, la marque des ténèbres va refaire surface et va, on va le dire, signifier dès lors beaucoup de choses qui vont advenir ou qui se passent déjà dans le monde magique et qui ne sont pas, on va dire, extraordinairement rassurantes pour des gens, effectivement, comme Igor Karkaroff. Alors, Igor Karkaroff, il est porteur de la marque des ténèbres, qui est tatouée sur son avant-bras depuis de très nombreuses années. Il sait que cette réapparition de la marque des ténèbres signifie évidemment quelque chose. Alors, on peut imaginer évidemment qu'il y a une certaine anxiété chez lui, qui est toute naturelle pour sa sécurité. Seulement, et peut-être le croit-il, le hasard fait parfois, il faut le reconnaître, bien les choses. Car cette même année est prévue une autre épreuve magique absolument extraordinaire, à savoir le tournoi des 3 sorciers. Alors, pour Karkaroff, ça signifie en réalité surtout 2 choses. Une plutôt négative, à savoir un retour en Grande-Bretagne où évidemment il peut avoir quelques inquiétudes. C'est pas quelque chose évidemment qui est sans l'inquiéter, mais ça va aussi évidemment lui rappeler de très mauvais souvenirs. Mais d'un autre côté, il faut quand même dire assez honnêtement que le tournoi se déroulant à Poudlard, il doute que quoi que ce soit puisse être entrepris à l'intérieur d'un Poudlard placé sous la protection d'Albus Dumbledore. Tout le monde sait que Voldemort a toujours craint Albus Dumbledore, donc quelque part il se dit finalement c'est peut-être pas plus mal. Alors évidemment sa présence était de toute façon obligatoire pour conduire sa délégation et pour siéger au sein du jury du tournoi des 3 sorciers. Mais on peut imaginer que la protection, on va dire quasi fonctionnelle qui va avec ce déplacement est quelque chose qui lui convient en fait tout à fait, parce que du coup c'est vrai que il est plutôt tranquille à l'idée d'être protégé par Albus Dumbledore. Alors, on sait que lors du voyage en bateau, donc sous les mers, on sait que Karkaroff va se montrer particulièrement lunatique et va, on va dire, rester dans une espèce de non-communication vis-à-vis de ses élèves. Arrivé à Poudlard, on ne dira pas qu'il est en terrain ni connu ni conquis, mais en tout cas, il connaît déjà pas mal de monde, donc ça lui permet un petit peu de se fondre dans la masse. En premier lieu, évidemment, on ne dira pas de manière très claire que c'est une joie pour lui d'être à Poudlard, et c'est encore moins une joie quand il va se rendre compte qu'il va retrouver un ancien petit camarade qui s'appelle Alastor Maugrey. Donc bon, tout du moins on sait que c'est le faux, mais rappelons quand même que Alastor Maugrey-Foley est probablement responsable de son arrestation, et donc ça le met quand même un peu dans une ambiance un peu, on va dire, compliquée, parce qu'il sait qu'il est tenu évidemment à l'œil puisque Barty Croughton Jr. joue parfaitement le rôle d'Alastor Maugrey. En second lieu, on sait qu'il va également tomber sur un ancien collègue de sa petite période punk à chien mange-mort, avec qui les relations sont, on va le dire, sacrément fraîches, puisqu'il s'agit évidemment de Severus Rogue, le même que Karkaroff avait évidemment lâché durant son passage devant le Maggon Maggot. Donc autant dire que l'ambiance là aussi, elle est un petit peu compliqué. Donc Rogue, évidemment, lui n'a absolument rien oublié de ce passage, même si sa situation avait déjà été réglée par l'intervention d'Albus Dumbledore, ce que Karkaroff ignorait, mais on peut imaginer aussi que pour Rogue, c'est pas forcément la chose la plus sympathique, on va dire, à vivre. Bref, en troisième lieu, il va aussi retrouver un autre camarade, cette fois-ci Ludo Verpé, qui est le très sulfureux responsable du département des sports magiques au ministère de la Magie britannique. Alors, même si l'adaptation cinématographique a fait totalement l'impasse sur cette partie de l'histoire, il ne faut quand même pas oublier que Karkaroff avait abondamment cité Ludo Verpé lors de son procès comme ayant collaboré avec les Mange-Morts. Donc bref, l'ambiance est là aussi assurée. Et enfin,
Et enfin, pour terminer, après tout ça, il va quand même tomber sur Albus Dumbledore, qui semble quand même encore à cette époque franchement intouchable, mais qui n'ignore, lui, absolument rien du passé totalement sulfureux de Karkaroff. Bref, donc, toutes les bases de l'histoire sont jetées pour que Karkaroff, en fait, vive une vie absolument délicieuse, on va le dire, durant cette année à Poudlard. Mais coup de bol, il est quand même un petit peu protégé, parce qu'une intervention de Voldemort directement dans Poudlard, c'est quand même un peu difficile de se dire que ça va avoir lieu. Alors, il faut dire effectivement que cette année, qui va être quand même sous très haute tension, a de quoi faire, on va dire, travailler un petit peu le cardio. Donc Karkaroff, il est un peu, on va dire, prêt en étau. Alors, d'entrée de jeu, on sait que l'inscription et la participation de Harry Potter comme champion du tournoi et surtout comme second candidat pour défendre les couleurs de Poudlard va lui donner, on va le dire, quelques sueurs froides. Hein. D'autant plus que, rappelez-vous, Durmstrang n'a jamais réussi à gagner le tournoi des Trois Sorciers. Et donc, forcément, ça va déclencher en lui quelques accélérages devant une telle inégalité et on va dire qu'il va être très rapidement ciblé, notamment par le faux professeur Maugret-Foleuil, comme étant éventuellement d'ailleurs l'auteur de cette tricherie. Alors, il faut dire effectivement que sur le papier, Karkaroff fait office de coupable idéal. Hein. C'est un ex-adepte de Lord Voldemort qui souhaite mettre Harry Potter évidemment face à un péril mortel. Quelque part, ça tombe franchement sous le sens et c'est même plutôt bien vu et assez logique. Donc Karkaroff, lui, va se savoir surveillé par celui qu'il pense être Maugret-Foleuil et va tenter donc plus ou moins de se rapprocher d'un rogue qui se montre lui aussi totalement implacible et tellement implacible d'ailleurs qu'il est parfaitement dans son rôle de rogue. Karkaroff, lui, donc va voir le chemin en fait des possibles se restreindre peu à peu. Quand le tournoi va commencer, on sait qu'il va jouer relativement intelligemment son rôle de mentor pour son champion Viktor Krum, tout du moins en surface. On va dire qu'il donne, on va dire, un peu de change en public, mais qu'en réalité, sur le soutien à son champion, on sait que quelque part, il n'est pas forcément ultra mobilisé. On ne peut pas lui reprocher grand-chose, mais on peut lui reprocher effectivement un manque d'objectivité, puisqu'il va toujours accorder la note maximum à Krum, alors qu'il attribuera toujours la note minimum, par exemple, à Harry Potter, dont la présence dans ce tournoi l'insupporte grandement, et là-dessus il y a un manque d'objectivité assez flagrant. À l'instar de son homologue d'ailleurs de Beauxbatons, Madame Maxime, dont on vous parlera dans une prochaine vidéo, on sait qu'Igor Karkaroff va tenter par tous les moyens d'obtenir des informations sur la nature des différentes tâches, et à cela, évidemment, il n'y a rien de bien étonnant. C'est à peu près, ensuite, en milieu d'année scolaire, qu'Igor Karkaroff va on va commencer à prendre la pleine et entière mesure de plusieurs difficultés et du danger qui commence à rôder autour de lui. Peu avant Noël, un soir où Harry et Krum discutent ensemble aux abords de l'école, on sait qu'ils vont faire la rencontre de Barty Croughton Senior, visiblement extraordinairement désorienté et totalement délirant. On sait que Krum va tenter de contenir le haut fonctionnaire du ministère de la Magie, pendant que Harry Potter va aller chercher un peu d'aide au château. On connaît la suite de l'histoire, qui a de côté celui que l'on découvre au moment du retour de Harry Potter et celle que l'on comprendra évidemment plus tard. Quand Harry Potter revient en compagnie d'Albus Dumbledore et de Rubeus Hagrid, on constate très rapidement que non seulement Barty Croughton Senior a de nouveau totalement disparu, mais que Viktor Krum a littéralement été assommé. Devant une telle situation, Dumbledore fait venir évidemment Igor Karkaroff de toute urgence, compte tenu du fait que Krum est évidemment sous sa responsabilité. Inutile de dire que la réaction de Karkaroff est un brin nerveux, ce que l'on peut comprendre en dehors d'ailleurs de tout contexte. On sait qu'il va entrer dans une colère totalement folle et totalement disproportionnée vis-à-vis de Dumbledore, qui nécessitera d'ailleurs même une intervention de la part de Rubeus Hagrid, qui sera une intervention, on l'imagine, un petit peu musclée. Une fois tout ce petit monde calmé et les pieds redescendus un petit peu sur terre, la question de savoir ce qu'il s'est réellement passé va en fait demeurer totalement entière. La paranoïa d'Igor Karkaroff ne va faire donc que se développer à partir de ce moment-là. On sait qu'il goûtera assez peu aux festivités du bal de Noël. Il faut dire qu'il est très préoccupé par évidemment tout ce qui le concerne et que évidemment participer à ce genre de festivités dans une période où il voit la marque des ténèbres se renforcer de plus en plus sur son avant-bras, c'est quelque chose, on va dire, qui lui passe légèrement un peu au-dessus de la tête. Et donc comme il est un petit peu dans cette période-là, on va dire qu'il a d'autres préoccupations que de s'amuser dans une jolie salle à faire le Yule Ball et à faire comme si de rien n'était. D'ailleurs, le renforcement de la marque des ténèbres va même le pousser en fait à s'en entretenir avec Rogue, qu'il pense
entre guillemets à tort, être en fait dans la même situation et dont il pourrait, pourquoi pas, penser à un moment donné être plus ou moins allié, sachant que Rogue est un sorcier quand même puissant, qui pourrait, pourquoi pas, assurer sa protection. Évidemment, Rogue, il est dans une situation qui est très particulière et qui est très différente de celle de Karkaroff. Et Karkaroff, d'ailleurs, ne peut absolument pas le comprendre, puisqu'il n'est pas au courant d'une part, mais c'est vrai que, quelque part, Karkaroff va encore se retrouver isolé. Son isolement va se renforcer, puisqu'il va se heurter en fait finalement une porte totalement close de la part donc de Severus Rogue et pour lui ça va être quelque chose de un peu compliqué. Alors on apprendra évidemment a posteriori que Karkaroff va passer de plus en plus de temps isolé dans sa cabine sur le bateau de Darmstrang et finira par on va dire montrer de moins en moins d'intérêt sur la suite du tournoi des Trois Sorciers. Son destin, on le sait, va se conclure, comme pour beaucoup de monde, le soir de la troisième tâche du tournoi des Trois Sorciers, avec le retour à la vie physique, on va dire, de Lord Voldemort. On sait qu'il va prendre la fuite de manière extrêmement rapide, un peu dans la précipitation, un peu dans la panique. Il va même aller jusqu'à laisser tomber l'ensemble de ses élèves dans un pays étranger sans se préoccuper de savoir ce qui pourrait leur arriver. La fuite de Karkaroff, c'est un élément qui, à notre sens, est très intéressant à regarder, car cela en dit finalement assez long sur le personnage. Elle démontre en fait que Karkaroff est plus un lâche, on va dire, qu'un être totalement maléfique. C'est un personnage qui n'a jamais vraiment eu de valeur, qui n'a jamais vraiment eu d'idéaux, qui n'a jamais vraiment eu de courage. C'est quelqu'un qui est très, on va dire, porté par sa personnalité. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à balancer de nombreux noms de ses anciens alliés qui, en réalité, en fait, n'en étaient pas. Bref, tout ça est un peu compliqué dans sa tête. Et le retour de Lord Voldemort, évidemment, étant acté, Karkaroff sait qu'il a, on va dire, assez peu de temps devant lui. Hein. Il sait qu'il ne peut pas revenir comme si de rien n'était auprès de Voldemort. Et on sait que le fait qu'il a envoyé, évidemment, beaucoup trop de monde à Azkaban ne lui permettra pas d'être pardonné, quoi qu'il arrive, par le Seigneur des Ténèbres. De plus, Karkaroff, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas fou. Et il sait que le retour de Lord Voldemort conduira, d'une part, à une nouvelle guerre du monde des sorciers, et donc, par conséquence, au retour de certains mange-morts qui seront, en effet, libérés dès l'intrigue de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, avec, effectivement, l'évasion massive d'Azkaban. La fuite de Karkaroff, c'était donc la seule solution logique, en tout cas pour lui, pour tenter de sauver sa peau. D'ailleurs, une fois Barty Croughton Jr. découvert, ce dernier ne laissera d'ailleurs qu'assez peu de doute sur le sort que compte réserver le Seigneur des Ténèbres à quelqu'un qui est désormais considéré comme un traître à la cause. Croughton Jr. lui laissait très peu de temps pour sa survie, et en l'occurrence, effectivement, ça va être le cas, mais quand même, Karkaroff va déjouer un peu tous les pronostics, puisqu'il se fera, on va dire, assassiner près d'une année plus tard. On apprendra sa mort dans les événements de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Il sera assassiné par les Mange-Morts dans un refuge de fortune. Et donc, évidemment, là-dessus, on peut imaginer quand même qu'il aura tenu, on va dire, au maximum possible. Donc, sa mort ne produira évidemment aucun effet particulier pour qui que ce soit. Hein. C'était un personnage, évidemment, qui passait par là, mais qui n'avait pas, on va dire, d'importance réelle dans le récit. En soi, le personnage de Karkaroff illustre d'ailleurs à la perfection les conséquences qu'une guerre peut avoir sur toute une population, mais aussi sur des individualités. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'il a été un peu bousculé, on va dire, dans ce monde des mange-morts, sans qu'il y ait véritablement de raison, sans véritablement qu'il y ait de conviction, juste peut-être par intérêt personnel sur le moment, mais sans véritable recherche idéologique. Et donc Karkaroff fait partie en fait un petit peu de ces gens qui n'ont absolument aucune valeur, qui suivent tête baissée des événements qui les dépassent, sans se remettre en question, sans se poser de questions. On sait que sur l'ensemble de son parcours, cet homme aura été un homme absolument minable, sans aucun panache du début à la fin. On est évidemment bien loin d'autres mange-morts qui étaient peut-être plus capés, qui eux, effectivement, tout en étant des véritables, entre guillemets, salopards, pardonnez-nous l'expression, avaient quand même un petit peu de panache et au moins avaient un petit peu de charisme. Là, en l'occurrence, on était, franchement, pardonnez-nous l'expression, sur une espèce de couille molle de mange-morts qui servait quand même pas à grand chose, mais dont l'histoire en fait reflète effectivement toutes ces individualités qui sont bousculées, basculées dans des événements qui les dépassent de loin. Et c'était intéressant pour nous de nous poser un petit peu la question de qui était ce directeur de l'Institut Durmstrang, de quel avait été véritablement son apport. En réalité, on se rend bien compte que son apport était quand même très très minimal histoire. Hein. D'ailleurs, même dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, il est cité, mais on voit
bien qu'il n'a absolument aucun intérêt dans l'histoire, qu'il n'apporte pas grand-chose, mais c'était intéressant effectivement d'avoir cette vision aussi d'un directeur un petit peu différent, totalement différent, on va dire, de Madame Maxime ou d'Albus Dumbledore ou d'Infinius Negulus Black par exemple. C'était vraiment quelque chose de pertinent. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur l'histoire du personnage d'Igor Karkaroff. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous le percevez plutôt en génie du mal ou en pauvre individu qui n'avait absolument aucun autre but dans la vie que de faire chier ce monde? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Voilà grosso modo ce qu'on avait à vous dire sur le sujet. Donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures et on vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne fin de semaine. À très bientôt.